Alors, dernière vidéo sur la correction d'exercices sur le chapitre mouvement d'un système. Alors, on va attaquer deux derniers exercices un peu plus difficiles, là, notamment le 21. Alors, deux personnes sont installées dans un nacelle qui est là. Il y a deux personnes plus la nacelle. Alors, toujours regarder les données. Donc, on nous donne l'intensité de la pesanteur, ça c'est pour calculer le poids, la masse de la nacelle plus les deux passagers, ça sera le système étudié. Alors, il y a deux élastiques tendus ici qui vont exercer une force sur la nacelle. Voilà, donc deux personnes sont installées dans une nacelle. La nacelle est reliée à deux élastiques, ces deux-là. Elle est maintenue au sol pendant que les élastiques se tendent, puis elle est libérée. On modélise la nacelle et ses passagers par le point S, comme schématisé ci-dessous. C'est ce que je vous ai expliqué dans une autre vidéo. C'est comment s'intéresser à un système qu'on va considérer comme ponctuel, qui est assimilable à un point. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va négliger la rotation, notamment la rotation de la nacelle s'il y en a une. Donc, on fait des raisonnements simples, hein, voilà, sur des mouvements. Pour toutes les questions, on se place à l'instant où la nacelle vient juste de quitter le sol. Donc, voilà, donc on se place à un moment précis. La nacelle, les élastiques sont tendus, la nacelle vient juste de quitter le sol. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces qui vont s'exercer à ce moment-là, c'est la tension des deux élastiques, puisqu'on nous dit comme information que la valeur de la force T exercée par un élastique sur la nacelle nous donne la valeur à l'instant où la nacelle est libérée, donne la valeur, cette force s'exerce selon la direction de l'élastique. Il y aura trois forces en fait qui vont s'exercer sur le système étudié. Les deux forces des deux élastiques et le poids de la nacelle. Attention, ne jamais oublier le poids du corps. Hein. Donc en fait, en termes de schéma, parce qu'en fait, il faut impérativement faire un schéma ici. Voilà, donc on a, en utilisant, on nous donne l'échelle des forces. Une échelle des forces, 1 cm sur le par-pied correspond à 2000 newtons, 2 fois 10 puissance 3 newtons. Donc en fait, il faut calculer, on nous donne chaque élastique exerce une force suivant la direction de l'élastique, donc T1 comme ça, T2 comme ça. Donc on comprend bien intuitivement que le fil là, quand la nacelle est libérée, le fil il va tirer sur la nacelle pour qu'elle aille vers le haut, suivant la direction de l'élastique. Donc suivant cette direction et suivant cette direction. Le poids qui est toujours vertical est vers le bas. Voilà. Alors pour représenter le vecteur poids, il faut calculer la valeur du poids, P égale M fois G, 500 newtons fois 10, donc 5 fois 10 puissance 3. Donc longueur du vecteur avec l'échelle choisie 2,5 cm. Chaque force a une valeur qui nous est donnée, ça fait une longueur de vecteur de 5 cm. Donc longueur de ce vecteur 5 cm, longueur de ce vecteur 5 cm, longueur de ce vecteur 2,5 cm. Voilà. Là, on a trois vecteurs force qui s'exercent sur le système étudié. Donc là, c'est compliqué parce que ce qui est important, ce n'est pas les trois forces séparées, mais la somme vectorielle des forces. C'est la somme vectorielle des forces qui est importante dans la relation. Donc, il faut trouver graphiquement que vaut la somme vectorielle des forces. On a fait une construction graphique là, ici. Que vaut la somme de vecteur P plus vecteur T1 plus vecteur T2. Donc, l'idée, c'est d'abord de faire la somme de vecteur T1 plus vecteur T2, comme on l'a déjà vu. Hein. Vecteur T1 et je rajoute le vecteur T2. Alors, raison de la symétrie du problème, là, parce que là, il y a 20 degrés, il y a aussi 20 degrés. Alors, le fait que ça soit 20 degrés, ça ne va pas rentrer dans le raisonnement, mais le fait qu'il y ait le même angle des deux côtés, donc il y a une symétrie ici dans le problème, ça veut dire que vecteur T1 plus vecteur T2, forcément, il va être sur la verticale. Donc, de là à là, ça représente le vecteur T1 plus T2. T1 plus T2 ici. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vecteur T1 plus vecteur T2, c'est vecteur T1 plus vecteur T2 plus vecteur P. Le vecteur P, il est comment? Il est comme ça. Voilà. Mais pour trouver la somme vectorielle des trois, il faut que je rajoute à la somme des deux vecteurs précédents le vecteur P. Donc, je translate le vecteur P, je le fais démarrer de la fin du vecteur précédent. Donc, vecteur T1, je pars d'ici, je fais vecteur T1 plus vecteur T2, je rajoute le vecteur P. Et donc, de mon point de départ à mon point d'arrivée, c'est-à-dire tout ça, ça me donne la somme vectorielle des forces dans cette situation, jusqu'ici. Tout ça, c'est la somme vectorielle des forces qui est verticale vers le haut.
Et on comprend intuitivement que la nacelle va aller vers le haut. Donc, que la somme vectorielle des forces soit vers le haut, verticale et vers le haut, ce n'est pas aberrant. Donc, encore une fois, ce qui est important dans un mouvement, c'est la somme vectorielle des forces vectorielles. Pas la somme des normes, la somme vectorielle. Alors, on va suivre quand même les questions. Reproduire le schéma, représenter les forces à l'échelle, construire la somme vectorielle des forces. C'est fait. Quelle est la direction et son sens et sa valeur? Alors, direction et sens, je l'ai dit, mes valeurs, je n'ai pas fait. Comment on peut faire? Eh bien, là, on mesure la longueur du vecteur delta, somme des forces, et grâce à l'échelle, on trouve la valeur. Voilà, grâce à l'échelle, on trouve la valeur. Ça, c'est la longueur du vecteur, 7 cm, et grâce à l'échelle, on trouve la valeur. Question d'après. La somme vectorielle des forces sera considérée constante pendant une durée delta t, qu'on considère de 0,01 seconde, c'est-à-dire assez courte. Et on demande d'estimer la valeur de delta vecteur v, la valeur du vecteur variation de vitesse, delta vecteur v. Donc, somme vectorielle des forces, delta vecteur v. De suite, on pense à la relation fondamentale, celle-ci, là, qui est une valeur, attention, qui est une relation approchée. En norme, ça me donne ça, on l'a déjà vu. Ce que je cherche, c'est ça. Donc, je l'isole. J'ai calculé la norme de la somme vectorielle de toutes les forces. Je connais delta t, je connais la masse, je fais le calcul. Et je trouve donc ce que je cherche, c'est-à-dire la valeur du vecteur en variation de vitesse. Alors, dernière question. Que se passerait-il s'il y avait une personne au lieu de deux? Parce que là, dans le raisonnement, il y avait deux personnes dans la nacelle au début. Il y avait deux passagers, deux personnes s'installent. On nous demande qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a qu'une. Mais la masse du système est plus petite. Donc, intuitivement, on comprend assez intuitivement que la nacelle va partir plus vite. C'est-à-dire que la norme de delta V va être plus grande. Alors, attention. Ce qui n'est pas dit dans l'énoncé, mais voilà, c'est qu'il n'y a pas que la masse qui change, en fait. La masse est plus petite. Si la masse est plus petite, eh ça, c'est plus grand. Mais en fait, sous-entendu, mais ce n'est pas dit, la norme de la somme des forces change aussi, puisque le poids change. Hein. Le poids du système change, puisqu'il n'y a qu'une personne. Bon, alors est-ce que ça change notre raisonnement? Non, parce qu'en fait, la somme alors ouais, ce que j'ai écrit, c'est pas bon. Ça, c'est faux. Je vais me rendre compte. Voilà. Bon. Alors, il va falloir que je le change. La norme de la somme des forces, j'ai dit qu'elle augmentait, mais en fait, non. Enfin, alors, est-ce que c'est faux? On a un poids qui est plus petit. Donc, en fait, le poids dans le deuxième cas est plus petit. Donc, la longueur, somme des forces est plus grande. Non, ce que j'ai dit, c'est juste. Donc, la somme vectorielle des forces dans la deuxième situation est plus longue. Donc, sa norme est plus grande. Donc, la masse est plus petite. Donc, je reprends. Donc, en fait, il y a deux paramètres qui changent. Mais à mon avis, l'énoncé, c'est pas ça qu'il voulait vous faire dire. Il voulait vous faire dire juste que la masse est plus petite. Donc, la variation de vitesse est plus grande. Mais c'est sans tenir compte du fait que la somme des forces change aussi. Mais elle est plus grande. Une masse plus petite, ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, donc ça va dans le même sens. La variation de la vitesse est aussi plus grande. Bon, je résume, là j'étais assez confus là. Donc en fait, ce qu'on va vous faire dire, c'est que s'il n'y a qu'un seul passager, la variation de vitesse va être plus grande. Plus grande. La masse est plus petite. Et la somme des forces, la norme de la somme des forces est aussi plus grande. Ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, donc ça augmente bien. Alors le 22. Le 22, c'est le skieur, un exercice ultra classique, un skieur qui tente le record de vitesse à ski, on nous dit quoi? C'est une tâche complexe, encore une fois, avec des documents et une seule question. Le skieur a pour but d'atteindre une vitesse la plus élevée possible dans une zone de 100 mètres, appelée zone de chronométrage. Le skieur dans la zone de chronométrage avec un élan de quelques centimètres. On suppose que dans cette zone, le skieur a un mouvement rectiligne uniforme. Super important, la piste fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Ok, nous avons schématisé les vecteurs force qui s'exercent sur le skieur. Le système est étudié dans la référentiel terrestre. La réaction du sol qui est perpendiculaire, attention, à la piste. Hein. C'est le sol ici. Le poids vertical
et la force de frottement. Il y a 3 forces qui s'exercent. Intensité de l'apesanteur, la masse du système étudié. On nous donne la valeur de la réaction de la piste. Alors, au passage, la réaction de la piste n'est pas égale au poids ici, parce que le plan est incliné. Et la question, c'est quoi? Déterminer les caractéristiques de la force de frottement. Autrement dit, là, on nous donne la direction, le sens de la force. On nous demande de calculer la norme de la force. Alors, il faut utiliser toujours pareil la relation fondamentale, là. La relation vectorielle. La somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système étudié est égale à la masse du système étudié fois la variation de vecteur vitesse sur delta t. La somme des vectorielles des forces, c'est la somme vectorielle des 3 forces qui s'exercent. On nous donne. Voilà. Mais attention, cette relation, elle se simplifie grandement parce que on nous dit que le mouvement dans la zone qui nous intéresse, il est rectiligne uniforme. Quand le mouvement est rectiligne uniforme, le vecteur V, il est constant en direction et sans ses valeurs. J'ai pris 2 vecteurs vitesse là, dans la zone de chronométrage. Le vecteur vitesse, il est comme ça. À un point. En autre point, il est comme ça. Quand je fais la différence des deux vecteurs, ça donne le vecteur nul. Et ça, c'est un résultat important à retenir. Quand le mouvement est rectiligne uniforme, la variation du vecteur vitesse est nulle parce que le vecteur vitesse, il est constant en direction sans ses valeurs. Donc ça, en fait, c'est nul. Si ça, c'est nul, eh bien, tout ça, c'est nul. Donc, la somme vectorielle des forces est nulle. D'accord ? C'est ce que vous avez appelé en seconde le principe d'inertie. Les forces se compensent quand le mouvement est rectiligne uniforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez le principe d'inertie en seconde. Vous l'avez énoncé en disant que lorsqu'un corps a un mouvement, enfin le centre d'inertie d'un corps a un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur celui-ci se compensent. Et ça veut dire que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. N'oubliez pas qu'on va trouver la norme de la force de frottement de vecteur petit f. On a déjà exprimé le vecteur petit f en fonction des 2 autres vecteurs force. C'est moins Rn plus P. Qu'est-ce qu'il faut pour trouver la norme de f? Il faut construire graphiquement le vecteur petit f. Pour construire le vecteur petit f, il faut faire la somme de vecteur Rn plus vecteur P et prendre l'opposé avec une échelle bien précise. Attention, là, il faut une échelle que j'ai choisie comme ceci, 1 cm sur le papier, l'échelle des forces 200 Newton. Pourquoi? Parce que j'ai calculé le poids, 900 Newton. On nous donne la valeur de la réaction du sol, 845 Newton. Voilà. Avec l'échelle choisie, ça fait des longueurs de vecteurs de 4,5, 4,2 cm. Bon, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc le vecteur P vers le bas, 4,5 cm. Le vecteur Rn perpendiculaire à la piste, 4,2 cm. Je pars de S du skieur, du centre d'inertie du skieur. Je fais Rn. Je rajoute P. Donc je translate le vecteur P que je rajoute ici. Et là, de là à là, ça me fait Rn plus P. Je prends le vecteur opposé. N'oubliez pas le moins ici. Ça me fait F. Donc l'opposé de ce vecteur-là, eh bien, c'est ce vecteur-là. Non, alors là, ce vecteur-là, vous m'avez compris. Alors, je vais reprendre la couleur, je fais mieux que ça. Donc je dis le vecteur opposé à celui-ci. Je pars du même point, le vecteur S, même longueur, même direction de sens contraire. C'est le vecteur S. F, je mesure de force de frottement. Je mesure la longueur du vecteur. Et grâce à l'échelle, je trouve sa norme. 1,6 cm. Grâce à l'échelle, 320 Newton. Bon, le tracé est assez approximatif. C'est toujours approximatif quand on fait un tracé des vecteurs force, là, somme vectorielle. Voilà. Bon, on a trouvé donc ce qu'on nous demandait, c'est-à-dire les caractéristiques du vecteur force de frottement. Le vecteur force de frottement, il est dans la direction du mouvement. Le mouvement est comme ça. Dans la direction du mouvement, mais de sens contraire. La force de frottement s'oppose au mouvement et sa valeur, 320 Newton. Voilà pour cette dernière vidéo sur la correction des exercices sur les mouvements d'un système.